La LMS a déposé 6 teachers missionnaires des îles Cook à Port Moresby. Le missionnaire William Laws rejoint les teachers plus tard. C'était le début de la colonisation de cette localité par des étrangers. Les descendants de ceux qui les ont accueillis ont honoré ce premier contact en s'appropriant des éléments de la culture polynésienne tels que Provedia ou chants de prophètes qui sont encore chantés aujourd'hui. La rougeole est apparue en 1875 après une épidémie à Sydney. Le navire de guerre britannique Dido a apporté la rougeole aux Fidji en janvier 1875, renvoyant le chef Ratu Thakombau d'une visite officielle à Sydney. L'entourage de Thakombau était atteint de rougeole mais avait reçu des traitements médicaux et semblait avoir récupéré. Les mesures de quarantaine n'ont donc pas été prises. En conséquence, la rougeole a éclaté aux Fidji et environ 40 000 Fidjians sont décédés, soit un tiers de la population. La rougeole a atteint le détroit de Torres sur le navire missionnaire Ellen Gowan et a tué 20% de la population. De toute évidence, le missionnaire Samuel McFarlane était en partie responsable de l'introduction de la rougeole dans le détroit de Torres et presque entièrement responsable de sa propagation à Port Moresby. L'Ellen Gowan s'est rendu à Port Moresby en juin 1875. La rougeole s'est propagée le long de la côte sud dans les deux sens et à l'intérieur du pays. Andrew Goldie, c'est un naturaliste, est arrivé en 1876 pour collecter des spécimens botaniques et son nom a été attaché à ce qui est maintenant connu sous le nom de Goldie River à la périphérie de Port Moresby. Et là, on voit au milieu une cabane de Andrew Goldie. C'était aussi un négociant. Il a embauché des assistants des îles du Pacifique, parmi lesquels Jimmy Caledony, un homme probablement des îles Loyauté. En septembre 1877, Jimmy Caledony découvrit des traces d'or sur la rivière Laloki, non loin de Port Moresby. Une ruée de 100 mineurs de Queensland suit, et selon Hank Nelson, dans le territoire des Koyari, la tribu aux alentours de la Laloki, les premières rencontres avec les mineurs étaient pacifiques. Plus tard, en 1878, les relations entre les mineurs et les Koyari s'empiraient. À la fin de l'année, il ne restait que 5 mineurs. On a remarqué que les mines d'or de la Nouvelle-Guinée pourraient être considérées comme un échec pour le moment. Quelques années plus tard, le journaliste George Morrison a blessé le fils d'un chef de Varagadi, une autre tribu là, et se fait harponner. Sir William McGregor, voilà, on a une liste de dates ici. Le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Guinée britannique, pendant 10 ans, a donné 2 versions légèrement différentes des assaillants de Morrison. Il les a appelés la tribu Varagadi ou Ebe
la confédération Ebe. Une nouvelle phase de l'histoire frontalière a commencé en 1891 lorsque les Varagadi ont commencé à tuer leurs voisins sur la rivière Laloki. Laloki, c'est juste quelques kilomètres après l'aéroport de Port Moresby. Maintenant, c'est au périmètre de la cité. En 1898, en 1893, ils ont attaqué le village de Kava sur le lac Laloki, faisant 12 morts et 3 blessés. Ce ne sont pas des Blancs, ce sont des Papoulins. En 1898, on entend parler d'un nouveau groupe appelé Uberi et Hagari. Les tribus Uberi ont simplement provoqué une règne de terreur régulière dans les montagnes des MacGregor. Les indigènes construisent et cherchent une protection chaque nuit dans leurs cabanes dans les arbres. Les tribus Uberi et Hagari sont sans aucun doute en contact les unes avec les autres. Maintenant, on voit le sens d'une conspiration entre les tribus à l'intérieur. MacGregor décide maintenant de patrouiller dans la région des montagnes où la tribu qui s'appelle Mountain Koyari, différemment des Koyari des plaines. Après qu'un agent du gouvernement, M. Green, a été tué et mangé dans la division du Nord. Ces officiers avaient besoin d'un chemin terrestre rapide et pas de faire un trajet très long par navire jusqu'aux côtes nord. Ce chemin s'appelle maintenant le Kokoda Track, une destination écotouristique bien connue aujourd'hui. MacGregor et son officier de patrouille, Ballantyne, ont gravi une colline en forme de cône quelques jours de marche à l'intérieur. Voilà les cabanes dans les arbres. Il a correctement identifié l'ancien volcan Madilogo et a campé pendant une semaine dans une ligne de village. Ligne de village appelée Baura. Voilà ce volcan-là. Et c'est le seul volcan dans la province. À Port Moresby, c'est là-dessus. Les habitants avaient trop de peur pour s'approcher. Ensuite, ils ont trouvé les Agaris. Nous sommes arrivés dans les premiers jardins de la tribu des Agaris, qui sont là-haut, quelque part. Ils avaient campé à une altitude de près de 2000 pieds d'altitude. À l'instar des quartiers Ebe, c'est quelque part ici, et de Baura, la tribu des Agaris est une communauté agressive et combattante. Les Agaris ont refusé de rencontrer la patrie. En imaginant ces montagnards comme une alliance, MacGregor leur attribue la violence sur le Laloki. Il dit comme ça, la Confédération, ayant balayé tout le pays intermédiaire, étendait ses opérations et avait même la témérité de s'approcher de Port Moresby. Le district habité par les Ebe, les Berekia et Varagadi a été complètement dépeuplé par les tribus Baura, Agari et autres. Alors, les premiers coups de lance étaient ici, par ici, avec les autres tribus comme Ebe, Berekia, puis les tribus de l'intérieur, selon son imaginaire,
se sont sortis et balayé ce terrain, ce paysage plus proche de la côte. La côte, c'est ici. Pour résumer, les premières sources documentent un contact pacifique entre les missionnaires polynésiens et les peuples sur la côte, mais un nombre élevé de décès dus à une maladie commune dans le Pacifique, voyons la rougeole. Cela a été suivi des contacts amicaux entre les mineurs d'or et les premiers habitants de l'intérieur qu'ils ont rencontrés. Après quelques années, ça a laissé place à des tensions et des coups de lance. Puis tout d'un coup, les Koiari, plus à l'intérieur des montagnes, se livrent à un paroxysme de violence extrême au cours des années 1890. Ça soulève les questions suivantes. L'extrême violence vue sur la frontière, au-delà des zones contrôlées par le gouvernement, était-elle normale ou exceptionnelle? Si c'était exceptionnel, quelle était la cause? Ok, je passe à ce qu'on a fait sur le terrain. Ça, c'est un village moderne. Ça, c'est le petit volcan. C'est possible de voir le sommet ici. Et puis, la crête où se trouvaient ces villages dont il a parlé. Pendant un travail de terrain entre 2010 et 2014, les villages desserts des tribus tuées, les mots exacts, all killed off, s'étaient perdus depuis longtemps dans la forêt tropicale. On peut voir qu'ici, s'il y avait des villages, c'est impossible maintenant de les voir. Mais nous avons pu identifier les descendants de ces groupes grâce à un travail généalogique portant sur quelques 7000 personnes. Maintenant, les habitants des quartiers du Koiari Rural Gouvernement local. Nous avons identifié 7 des 8 noms de tribus donnés par l'officier de McGregor, qui ont été tués et complètement disparus, et retracer leurs descendants. Un exemple. Le diapo montre comment un homme appelé Eddie est actuellement le représentant de Berika, qui est un village qui n'est plus repéré depuis le 19e siècle. La clé est que son arrière-grand-père, alors l'ancêtre devant ce type ici, qui n'est pas connu par son nom, a survécu aux attaques et a porté son arrière-grand-père, celui-là. À ce stade, le lignage paternel s'est éteint et Eddie tire son identité de Berika de sa grand-mère. Voilà, c'est sa grand-mère ici. Il prend son identité de Berika comme ça. Il y a des autres, mais on ne les connaît pas. Ceci est répété pour d'autres groupes qui ont maintenant un représentant unique plutôt qu'un groupe de descendants vivantes. Cela signifie que nous pouvons commencer à comprendre les observations de McGregor. Nous pouvons examiner la réaction à la rougeole aux Fidji, par exemple. Une visiteuse, Constance Gordon Cumming, donne une bref compte rendu dans At Home in Fiji, publié en 1883. Selon elle, il était naturel que les gens de l'intérieur attribuent cela à du poison
c'est là, ça veut dire la rougeole, du poison ou à de la sorcellerie, ou à une punition pour avoir abandonné leurs coutumes traditionnelles. Des villages entiers ont péri. Nous savons qu'à Port Moresby, au moins, la rougeole s'est propagée le long de la côte sud, dans les deux sens, et à l'intérieur. Okay. Donc, c'est le même modèle qu'au Fidji. Une autre chose que nous savons est la réputation des Koiari d'être des sorciers agressifs par réputation. Ils craignent la sorcellerie entre eux-mêmes, mais se sont convertis en même temps à l'adventisme du 7e jour depuis 1906. C'est si peu de temps après le début de la violence cataclysmique qu'il semble très plausible que les Koiari voient dans la nouvelle religion un moyen de se protéger et qu'ils auraient vu pas comme une maladie, mais comme un éclatement de sorcellerie. La violence infligée aux groupes situés entre les montagnards et le littoral dans les années 1890 représente sûrement des représailles contre l'origine imaginaire dans les têtes des Koiari des attaques de sorcellerie, c'est-à-dire vers le cas de référence de la rougeole de 1875. Un angle mort qu'il y a certes 15 ans de retard entre la rougeole et ses représailles. Et une enquête plus approfondie est nécessaire pour éclaircir la cause. Un écho de croyances dans la pratique de sorcellerie au moment de contact, a été vu lorsque le centenaire de l'adventisme du 7e jour a été célébré en PNG. C'est Benita Vodi, un teacher fidjien, qui a dirigé la conversion du Koiari avant de mourir d'une morsure de serpent en 1916. Morsure de serpent. En 2008, les adventistes de Koiari, maintenant, des actuels, ont présenté au grand neveu fidjien de Benita Vodi, qu'ils ont trouvé quelque part au Fidji, un don de cochon pour demander pardon à leurs ancêtres pour avoir employé la sorcellerie d'envoyer le serpent pour le tuer. Voilà. McGregor a décrit des villages sur les crêtes avec de nombreuses maisons. Les Koiari ne vivaient pas comme des familles isolées, mais cela aurait pu être impossible si la rougeole dévastait les communautés villageoises. Nous pouvons donc considérer la construction des cabanes dans les arbres comme une mesure de défense d'urgence pour les familles Koiari isolées. Conclusion, c'est que la confédération à l'intérieur de McGregor, une alliance militaire des tribus intérieures, était imaginaire. Une autre confirmation vint de la mission de Gawe, ce type-là, le chef de Kagi, de voir McGregor à Port Moresby. Les Kagi dont il était le chef, ont été accusés d'appartenir à l'alliance imaginaire des tueurs en série. Gawe est sorti de la montagne pour désamorcer les menaces du gouvernement vers les Kagi, à dire que son peuple était innocent. Ils ne savent rien de cette conspiration. Une note de bas de page indique que Gawe est devenu le premier interviewé confirmé de Sydney Ray à parler une langue non austronésienne, c'est-à-dire une langue, disons, papou, à Port Moresby en 1898. Et ça, c'était Gawe. Et pour montrer la zone dévastée à l'époque, c'était toute cette zone. Et voilà
la ville de Port Moresby commence ici, et l'aéroport, voilà, est là. Et aussi, McGregor a remporté des oh, what's happened there? OK. Voilà. Merci de donner votre attention.